Des questions, environ 4 étudiants qui vont s'adresser directement au chef de l'État. On écoute ses réponses et puis on y revient donc juste après. La redevabilité des autorités, notamment du président du FASO, et c'est organisé autour d'une plateforme appelée Présimètre. Et dans le cadre de ce discours, donc, nous avons été associés pour aider à l'organisation de ces échanges entre vous et les étudiants. Et comment ça va se passer, puisqu'il n'y a que 4 questions. Je veux bien en prendre une 5e s'il y en a. Hein. Voilà, non mais oui. On prendra aussi des questions de la salle. Allez-y. Alors donc nous avons procédé par sondage pour essayer de voir quelles sont les préoccupations des jeunes étudiantes et étudiants. Quelles sont les préoccupations donc qu'ils veulent inscrire dans le cadre de votre visite à Ouagadougou et notamment de ces discours. Et cela nous a permis d'enregistrer un certain nombre de participations. Nous avons 9 universités qui ont participé, plus de 160 intervenants, plus de 200 questions qui ont été posées, et tout cela en une journée. Et il y a 11 thématiques qui ont été donc abordées. Et ce matin, nous avons procédé par choix en fonction de la récurrence des questions qui reviennent. Et donc ce matin, nous avons avec nous 4 étudiants qui vont être des porteurs de questions et qui vont donc les poser au nom de l'ensemble des étudiants qui sont dans la salle. Alors, nous allons... Attendez, je salue l'effort d'organisation. Écoutez-moi 2 secondes. Je salue l'effort d'organisation de monsieur qui vise à hiérarchiser les choses avec un processus dont la complexité est extrême. Il y aura les 4 questions, je vais répondre. Si vous aviez des questions qui étaient les mêmes que les 4 questions, ne les reposez pas. Par contre, s'il y a des questions que vous aviez qui n'ont pas été posées, je les prendrai. Alors allez-y. Alors donc la première personne qui va vous poser une question ce matin s'appelle Cabré Judith Chantal. Elle est de l'université Saint-Thomas d'Aquin de Saba. C'est dans la périphérie de Ouagadougou. Donc vous avez la parole pour... Excellence, Monsieur le Président, je vous souhaite la bienvenue avec un pincement de cœur. Saviez-vous qui a construit l'amphithéâtre qui vous reçoit aujourd'hui? Est-ce que la France va-t-elle assumer sa responsabilité en notant que vous-même, dans l'élimination jalouse de Kadhafi, l'université de Ouagadougou n'a-t-elle pas bénéficié de lui que des campus numériques qui ne matchent pas et qui emploient beaucoup plus de Français que d'Africains? Aujourd'hui, le nombre d'étudiants boursiers en France est de 500, alors que nous recevons beaucoup plus de soldats de vous que d'étudiants en licence. Qu'avez-vous fait alors, Monsieur le Président, après votre départ et le discours que vous venez de donner? Après cela, ma dernière phrase est la suivante. Après avoir inauguré, dans quelques jours, ou plutôt demain, la centrale électrique de Zaktouli, allons-nous profiter de cette climatisation pendant longtemps, aussi telle que l'énergie de France, ou plutôt, pardon, la Sonabel ou la centrale électrique, allons-nous en profiter pendant longtemps? Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y a... S'il vous plaît. Vous voulez... Je vais répondre en fait question par question. Oui, c'est ça. Je réponds question par question, d'accord? Il y a une manière classique d'un président de la République
de s'adresser en Afrique, qui est de donner des leçons, de vous dire, voilà ce que vous avez fait, vous n'êtes pas au bon niveau, et de leur expliquer comment ils doivent faire pour l'état de droit, etc. Ça s'est toujours fait comme ça. Vous m'avez entendu devant vous, je viens de vous prononcer un discours. Je ne crois pas avoir fait ça. J'ai fait tout l'inverse. J'ai fait tout l'inverse. Parce que nous sommes d'une génération qui doit faire tout l'inverse. Et il était coutume, en Afrique, de répondre. Il n'était pas de coutume qu'il y ait des questions des étudiants dans les discours de président, et je suis très content que nous inaugurions autre chose. Mais il était coutume d'avoir des discours un peu comme celui que vous venez de tenir. Je vous le dis gentiment. Parce que ce discours qui consiste à dire « mon problème, ou dès que j'ai un problème, c'est toujours la France », ce n'est pas un discours qui permet de tourner la page. Ce n'est pas un discours qui permet d'aller de l'avant. Donc je vais répondre à chacun de vos points, mais je vais répondre avec la bienveillance ambitieuse que j'ai pour notre relation, et pas la revendication un brin haineuse qu'il peut y avoir dans certaines interpellations. Parce qu'on ne construira rien là-dessus. Et vous ne servez, je vous le dis, mais vous poserez toutes les questions que vous voulez, mais je vous parle en toute franchise. Vous m'avez parlé d'abord de la Libye et du président et de ce qui a été fait en Libye. Vous l'avez dit en des termes que je n'aurais pas employés. Je ne suis pas sûr que quiconque ait eu de la jalousie pour Kadhafi. Bon. Vous pouvez s'interroger sur l'indicateur du bonheur qu'il y avait en Libye sous M. Kadhafi, et je pense qu'aucun d'entre vous n'avait forcément envie d'y être. Ceci étant dit, je l'ai toujours dit très clairement, président de la République française, je n'aurais pas soutenu l'intervention en Libye. Mais pour une raison simple, et ce n'est pas un propos de sel, parce que c'est d'ailleurs le cœur même de la politique que je conduis aujourd'hui au Proche et Moyen-Orient, parce que je ne crois pas aux solutions militaires quand elles ne s'inscrivent pas dans une vision diplomatique et une solution politique construite sur le terrain. Ça ne servait à rien d'aller s'attaquer au président Kadhafi s'il n'y avait pas une solution avec la légitimité forte sur le terrain, parce qu'à la fin, ce sont les Libyens qui choisissent l'avenir de la Libye. C'est personne, ni à Paris, ni à Bruxelles, ou Washington, ou ailleurs. Bon. Et donc, là-dessus, vous m'entendrez toujours tenir le même discours, avec force. Je suis pour l'intégrité et la stabilité des États. Je suis pour les peuples souverains. Je suis pour aider partout où ils sont opprimés ceux qui défendent les droits de l'homme. Mais je ne suis pas pour des interventions de l'extérieur qui viennent créer le désordre, en quelque sorte, sans solution politique. Donc, je désapprouve ce qui a été fait, et je l'ai déjà dit. Et aujourd'hui, si vous avez lu ce que j'ai pu dire ou vu ce que j'ai pu faire, j'œuvre plutôt pour que la France puisse contribuer à reconstruire une stabilité politique en Libye et tout faire pour que cet État redevienne intègre, stable, et surtout, comme je l'ai dit dans mon discours, qu'on mette fin aux scènes absolument insoutenables que nous avons vécues. Deuxième point, vous me parlez des étudiants boursiers et des soldats. Mais mademoiselle, je préférerais vous envoyer beaucoup moins de soldats, je vous le dis. Et ce que vous devriez faire, vous êtes une jeune femme, imaginez que vous êtes une jeune femme qui vit à Angoulême, en France. Elle n'a jamais vu Ouagadougou. Elle n'y a peut-être même pas entendu parler de Ouagadougou. Et elle a son jeune frère qui se bat dans les troupes françaises et qui est peut-être mort ces derniers mois pour vous sauver. Et vous la remerciez en me disant ça? Vous n'avez pas votre jeune frère qui est en train de se battre en ce moment sur le sol belge ou sur le sol français. Vous avez peut-être votre grand-père, votre arrière-grand-père qui est venu se battre pour aider la France quand elle était attaquée en 14-18 ou en 39-45. Ça, oui. Donc il faut regarder cette histoire partagée. Mais ne venez pas me raconter et me parler comme ça des soldats français. Vous ne devez qu'une chose pour les soldats français, les applaudir. On doit les applaudir, parce que les soldats français, ils sont là, aux côtés. Fini de répondre, les amis. Les soldats français. Je vais finir la réponse. Les soldats français, ils sont là, aux côtés de vos soldats, des soldats de la région, pour assurer la sécurité. Mais à qui vous devez vous attaquer? À ceux qui mènent ces discours de haine et de terrorisme, de manière très claire, c'est-à-dire à tous ces djihadistes, à tous ceux qu'on voit parfois et auxquels on s'était habitué. C'est à cela qu'il faut s'attaquer, avec une intransigeance complète, avec une vraie politique de sécurité que nous devons déployer dans la région.
Donc, moi, mon combat sera acharné contre ceux qui pervertissent une religion et l'ont transformée en terrorisme et en discours de haine. Alors ensuite, si vous m'avez écouté, vous avez entendu que je suis pour qu'il y ait beaucoup plus d'échanges en termes d'éducation, de boursiers si c'est adapté, et aussi de développement de filières éducatives ici, pour que vous ayez ici d'autres filières qui soient développées en partenariat, avec derrière des doubles diplômes, et qu'au-delà des boursiers que nous allons continuer à accueillir et à développer au bon endroit, au bon niveau, il puisse y avoir des filières d'excellence qui soient développées au Burkina Faso, pour vous. Donc c'est l'engagement que j'ai pris. Donc ça, j'ai répondu à ce point dans ma question. Enfin, nous allons demain, en effet, ouvrir une centrale. J'ai dit quel était l'engagement de la France en matière de renouvelables et l'engagement que nous allons faire en termes d'investissement dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises pour aider justement le Burkina Faso et tous les pays de la région à développer l'énergie et à lutter contre justement les coupures. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Et quelque part, interrogez-vous, vous êtes étudiant. Non mais, je parle sérieusement, interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Mais plus sérieusement, vous l'avez compris, je suis pour que chacun fasse ce qu'il doit faire au bon endroit, et donc je ferai tout pour aider à ce qu'il y ait les conditions pour aller dans ce sens, mais chacun a son rôle. Voilà, merci pour votre question. Le deuxième étudiant, donc, qui a une question pour vous, Monsieur le Président, s'appelle Sori Yaya. Il est de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Koudougou, c'est une ville située à 100 km de Ouagadougou. Donc, il est là ce matin pour vous poser la question. Écoutez-le. Bonjour à tous. Excellence, Monsieur le Président. Bienvenue au Burkina Faso, pays des hommes intègres, pays de Thomas Sankara. Je suis effectivement, comme il a dit, je viens de Koudougou, la cité des Cavaliers Rouges, la ville de Norbert Zongo. Nous aurions voulu vous accueillir pour vous dire de vive voix certaines vérités. Car cela n'empêche. Allez-y. Il y a une question. Non mais, vous êtes jeune, vous avez un micro. Ne me dites pas, j'aurais voulu dire des question qui me taraude l'esprit et qui, je sais ici, toute la jeunesse présente ici et surtout la jeunesse africaine. Le sujet, c'est le franc CFA. Nous voudrons que ça soit à partir de Ouagadougou et après ce discours, que vous dites à l'ensemble de cette jeunesse à quand le transfert de nos fonds, de notre tonne d'or déposée auprès du Trésor français pour soi-disant assurer la convertibilité du franc, qui, on sait, porte toujours la marque de la colonisation. Nous voudrons que ce soit à partir de Ouagadougou que vous dites plus précisément votre position sur cette question du franc CFA. Avez-vous peur, Monsieur le Président,
d'un bloc économique intégrant le Nigeria? Si oui ou sinon, alors nous voudrions notre indépendance économique. Le franc CFA, nous voudrons le mettre dans notre passé. Et comme vous avez dit dans votre discours, il faut rompre avec le passé. Merci, je vous remercie. Qui fait des études d'économie ou de finance ici? Mais vous êtes en quoi alors? Macro pur. Alors, si quelqu'un pouvait me dire où l'or burkinabé se trouve caché à Paris, je suis preneur. Il n'y en a pas, il faut être sérieux. Bon. Non, je vais répondre très précisément à la question, parce qu'il ne faut pas avoir des discours simplistes sur des questions compliquées. Et il n'y a pas de tabou. Moi, j'ai peur de rien. Je ne serai pas devant vous sinon. Je l'ai montré par mon parcours. Je n'ai pas de fétiche, mais n'ayez pas non plus des obsessions. Le franc CFA, la France, elle n'en est pas le maître, elle en est le garant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, c'est un choix des États membres de la zone CFA. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain « je ne suis plus dans la zone franc », il n'y est plus. Il n'y est plus. Donc, dès qu'il aura réparé la climatisation de l'amphithéâtre, il sortira de la zone franc, vous l'avez compris. Non mais plus sérieusement, d'abord, ce sont les États africains qui sont dans la zone franc, qui sont les maîtres de leur destin et qui peuvent totalement choisir. Donc n'ayez pas ce discours de revendication, là aussi, qui a des accents post-coloniaux qui ne sont pas ceux de votre génération, en expliquant qu'on aurait mis un joug sur quoi que ce soit. Il n'y a pas de joug, il n'y a pas un Français qui utilise l'or du Burkina Faso, si vous voulez. Arrêtez. Parce que de l'autre côté, moi j'ai des contribuables français qui viennent me dire pourquoi vous continuez à mettre de l'aide publique au développement avec mes impôts dans les pays d'Afrique. Donc tout le monde va se calmer, je le fais parce que c'est une très bonne chose, mais moi j'utilise pas l'or du Burkina Faso pour faire quoi que ce soit, il n'est pas chez moi, il est chez vous. Bon. Ensuite, pourquoi il y a eu la zone franc? Pourquoi il y a eu la zone franc? Parce que, et là vous avez raison, c'est le fruit d'une histoire. Dans une zone qui avait une histoire, un destin commun, on a créé une monnaie commune. Comme il y avait beaucoup d'allers-retours, cette monnaie, elle a été accrochée au franc pour une question de stabilité. Bon. Le franc est ensuite passé à l'euro et on a continué. Est-ce que c'est une bonne... Je vous donne mes convictions très profondes. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? D'abord, vous ne pouvez pas dire que c'est une mauvaise chose parce qu'il y a plein d'or à disposition. Ça, c'est n'importe quoi. D'abord, votre or, il est chez vous et vous seriez une banque indépendante. Vous devriez avoir des réserves de cette banque centrale pour pouvoir avoir de la crédibilité par rapport à vos partenaires internationaux. Faites l'hypothèse 2 secondes que le Burkina Faso s'invente sa propre monnaie, décide de sortir, vous aurez quand même des réserves d'or à la Banque centrale et n'imaginez pas qu'on va distribuer de l'or à tout le monde parce qu'on sera sorti de la zone franc. C'est n'importe quoi. Bon. Donc ça, de toute façon, vous l'avez. Qu'est-ce qui peut être vu comme insuffisant dans la zone franc actuelle et le franc CFA? D'abord, ça n'est plus le bon périmètre. C'est l'héritage d'un passé. Et là où vous avez raison, c'est que vous avez, dans la région, des voisins importants pour votre intégration économique et la circulation, qui ont besoin d'avoir cette fluidité. Je pense en particulier, évidemment, au Nigeria, mais à d'autres. Et donc, il faut réfléchir à construire, en effet, une relation monétaire plus ouverte et peut-être une union monétaire avec ces autres pays. Donc, je pense qu'il faut réinterroger le périmètre. La deuxième chose que vous pouvez légitimement interroger, c'est le lien qui est fait avec le niveau de l'euro et l'euro. Et beaucoup disent le franc CFA, il monte trop parce que l'euro monte, parce qu'il y a une relation, il y a une corrélation entre ces deux monnaies. Je l'entends, mais ne vous trompez pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un débat, vous l'avez bien vu, entre les dirigeants et les experts. Avant d'avoir l'euro, quand on avait le franc, on l'a fait des dizaines de fois, ce truc.
On peut décider, on sort parce qu'on va dévaluer la monnaie. Il y aura des gagnants, il y a des perdants, ça ne règle jamais les problèmes de fond. Si on est fort, on l'est indépendamment de sa monnaie. Après, il faut ajuster les choses. Bon. Donc je ne crois pas, moi, ça, que ce soit un argument d'irriement. Ensuite, il y en a qui disent, parce que ça s'appelle franc CFA, pardonnez-moi, hein, mais je les laisse à leur propre turpitude. Ça, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je ne fais pas de nominalisme. Je ne suis ni fier du nom, ni de problème avec le nom. Vous en faites ce que vous voulez. Je sais simplement que c'est une bonne chose pour un aspect, ça donne de la stabilité monétaire à ceux qui l'ont. Et c'est d'ailleurs pour ça que, quels que soient les débats, les dirigeants ne se sont pas empressés de le déchirer, parce que ça crée de la stabilité dans la région. Donc, moi je pense qu'il faut, si je puis me permettre un conseil, n'ayez pas sur ce sujet une approche bêtement post-coloniale ou anti-impérialiste. Ça n'a aucun sens, ça n'est pas de l'impérialisme. C'est pas vrai. Bon. Donc, il ne faut pas avoir ces discours-là parce que vous allez faire des bêtises. Non, mais demandez à les constater, les réserves, elles sont ici. Hein, maintenant. Deux, ayez une vraie réflexion technique, économique pour votre pays. Qu'est-ce qui est bon pour lui? Et là, moi je vous dis, la France accompagnera la solution qui sera portée par vos dirigeants. Donc, j'accompagnerai la solution qui sera portée par l'ensemble des présidents de la zone franc actuelle et qui ont en partage le franc CFA. S'ils veulent en changer le périmètre, vous m'avez compris, je suis plutôt favorable. S'ils veulent en changer le nom, j'y suis totalement favorable. Et s'ils considèrent qu'il faut même supprimer totalement cette stabilité régionale et que c'est mieux pour eux, moi je considère que c'est eux qui décident et donc je suis favorable. Donc je ne peux pas être plus détendu sur le sujet. C'est pour la France un non-sujet. Par contre, c'est pour vous dirigeants un vrai sujet de stabilité qu'il faut aborder avec beaucoup de sérieux. La troisième personne est une étudiante. Elle vient de l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso, c'est à l'ouest du pays, à 365 km de Ouagadougou. Vous avez la parole. Monsieur le Président de la République française, sachez que nous, étudiantes et étudiants du Burkina Faso, étions très impatients de vous accueillir et nous vous souhaitons la bienvenue au pays des hommes intègres. Merci à vous. Alors, certaines questions nous tiennent particulièrement à cœur et nous profitons de cette occasion qui nous est offerte pour vous les soumettre et sur lesquelles nous sommes on ne peut plus sûrs que la part de responsabilité de la France ne fait aucun doute. Et vous avez parlé d'une relation qu'on devrait réinventer, d'une amitié qu'on devrait construire entre les peuples et entre les pays. Et nous sommes sûrs que toute bonne relation repose sur un terreau fertile qui est la justice. Et ici, il est question, en dehors de tout procédé diplomatique ou toute la solennité que certaines questions exigent, allez-vous, Monsieur le Président, enfin déclassifier les archives françaises sur le dossier Soma Sankara? Et en plus de cela, nous avons espéré, hein, je vous l'assure, nous l'avons espéré, mais sans trop grande conviction, que vous amènerez avec vous dans vos valises le frère cadet de notre ancien président, M. François Compaoré. Mais malheureusement, non. Alors, je voulais savoir, avec toute l'amitié que vous nous portez, allez-vous au moins nous l'envoyer par Air France quand vous allez retourner à Paris? Et enfin, et puisque vous l'avez précisé, ce n'est pas vous notre président, et on a un président dont nous sommes fiers particulièrement parce que c'est le fruit de notre lutte, et nous souhaitons lui rappeler par cette occasion, si vous me le permettez, que la confiance de la population se mérite. Et à la limite, la confiance est comme un timbre, ça ne colle pas deux fois. Et alors nous sommes, nous jeunes du Burkina Faso, petit problème technique sur cette question d'une étudiante burkinabé, notamment sur le frère de Blaise Compaoré qui est
a été accueilli par la France après la destitution de Blaise Compaoré. Je vous présente nos invités en plateau, notre invité Leslie Varenne. On va retourner peut-être à Ouagadougou pour suivre cette séance de questions-réponses avec les étudiants. Voilà. Bien que ça aura une place. Oui. Touma, ça c'est en langue locale morée, c'est le travail. Parce que nous sommes conscients, nous jeunes du Burkina Faso, qu'il faut travailler pour parvenir à un avenir meilleur. Alors, sur les questions que vous avez évoquées, je ne serai pas mouta-mouta, je peux vous le dire. Donc, sur les suites de l'assassinat de Thomas Sankara, à qui j'ai rendu hommage au début de mon discours, je ne serais pas venu vous voir si je n'avais pas de réponse claire sur ce sujet. La plupart des archives, puisque nous sommes après 25 ans, sont accessibles pour tout le monde. Par contre, il y a en effet des archives qui sont des documents couverts par le secret défense nationale, qui, même après 25 ans, ne sont pas ouvertes au public. Et donc, j'ai pris la décision que tous les documents produits par des administrations françaises pendant le régime de Sankara et après son assassinat, qui ne soient pas disponibles et qui soient couvertes aujourd'hui par le secret défense nationale, soient déclassifiés pour être consultés en réponse aux demandes de la justice burkinabé. Ce qui veut dire que tous les documents dont la justice souhaitera disposer pour en avoir besoin, qui étaient jusqu'alors indisponibles car couverts par le secret défense nationale en France, seront ouverts et transmis. C'est l'image que je me fais de notre relation et l'engagement que je veux ici prendre. Pour ce qui est de François Compaoré, je veux d'abord vous dire que s'il a été interpellé en France le 29 octobre dernier, c'est bien parce qu'il y a une coopération exemplaire entre les justices burkinabées et françaises. Et c'est le fruit de cette coopération. Je m'en félicite et je sais que le président s'en félicite aussi. Ensuite, parce que nos justices sont indépendantes, je ne vais pas vous ramener qui que ce soit. Parce que en France, ce n'est pas le président de la République qui ramène ni à une famille, ni dans un pays étranger, ni où que ce soit, quelqu'un qui est sous justement l'autorité de la justice française. Elle est indépendante. Mais je peux vous dire les décisions qui ont été prises en France et qui seront prises par la justice française indépendante comme l'est la vôtre. Depuis son arrestation, il a été mis sous contrôle judiciaire. Il lui est interdit de quitter le territoire. Il se présente régulièrement à la police française. Les autorités burkinabées donc, ont rapidement fait parvenir une demande d'extradition et la justice française est en train de l'instruire et je ne doute pas qu'elle rendra sa décision et qu'elle sera favorable. Je peux vous dire, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, qu'en tout cas, le gouvernement, le président de la République, feront tout pour accompagner cette décision et manifester l'exemplarité de la coopération entre le Burkina Faso et la France sur ce sujet. Vous allez... Arsène. Le quatrième étudiant, comme vous allez le remarquer, c'est la parité parfaite puisqu'il y a 2 hommes, 2 femmes. Donc, Olivier Sommet Gaston, il est de l'université où nous sommes, Joseph Kizerbo Ouaga 1. Bonsoir, Monsieur le Président. Récemment, le président du Faso a dit sur TV5 qu'il n'était pas d'accord avec vous sur le dividende démographique. Par exemple, la Chine n'est-elle pas une grande puissance économique basée sur sa démographie? Et dans le même registre, je suis heureux d'entendre toutes les suggestions que vous entendez faire demain lors du sommet à Abidjan. Mais je ne puis m'empêcher de me demander s'il s'agit là
de la voix, vous m'excusez de l'expression, du pyromane pompier. La question est, pensez-vous, Monsieur le Président, que sous-louer la lutte contre l'immigration, comme c'est le cas en Libye, est en adéquation avec le respect des droits de l'homme si cher à la France? Et pourquoi en retour restez-vous si philanthrope de continuer à financer autant les opérations telles que le G5 Sahel et Barkhane? Monsieur le Président, j'ai pas forcément très bien compris l'enchaînement là. Alors, la question est celle-ci. Allez-y. La question est celle-ci. Écoutez-le. L'immigration, la gestion de la lutte contre l'immigration a été, nous l'avons dit, sous-louée. Cela veut dire que c'est une politique de restriction des immigrations vers l'Europe qui amène la Libye à être comme le goulot d'étranglement des migrants clandestins vers l'Europe. Et nous pensons, pour notre part, que tant qu'il n'y aura pas un élargissement, une ouverture plus grande des frontières de l'Europe, les migrants africains continueront à être attirés par la clandestinité et continueront à être vendus en Libye. Et nous disons que les mesures que vous entendez proposer Monsieur le Président, la jeunesse africaine... Laissez monsieur poursuivre et terminer sa question. La jeunesse africaine et les milliers de Sankara ont pris le relais. Ils ont les yeux ouverts et ils n'entendent plus refermer ses yeux. Allez-y. Vous avez un peu de silence. Monsieur le Président, je disais que les milliers de Burkinabés et les milliers de Sankara ont les yeux ouverts et n'entendent plus les refermer. Vous proposez à la jeunesse africaine un nouveau partenariat, vous leur proposez d'être en marche vers un nouveau partenariat. Et ici, nous vous répondons, allons seulement. Mais allons seulement, attention à ceux qui voudront jouer les plus malins. Monsieur le Président, êtes-vous prêt à prendre ce pari avec la jeunesse africaine? Merci. Alors, il y avait, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais répondre à la question de monsieur. Il y a 3 questions dans ce qu'il a dit. Vous voulez faire une pause? Quoi, vous voulez poser une question? Ah d'accord, vous voulez qu'il fasse silence pour que je réponde. Vous êtes un soutien, merci. Je n'avais pas compris. Alors, il y a au fond 3 questions, et je vous remercie. Il y a 3 questions dans ce que vous venez de dire. La 3e question, j'y ai répondu, c'est mon discours. Oui, je vous propose une amitié nouvelle et une ligne, c'est tout ce que j'ai exposé. Donc je ne vais pas le répéter. Ensuite, il y a 2 autres questions. Vous m'avez posé une question sur la démographie et une question sur la Libye. Je l'ai évoqué dans mon discours, mais je vais y revenir de manière, s'il le faut, plus ramassée pour être encore plus explicite. La démographie, ce qui a été dit par le président Kaboré, et à juste titre, c'est que j'avais accolé l'adjectif civilisationnel, ce qui était une erreur de ma part. C'est pas du tout l'adjectif qu'il fallait utiliser dans une phrase qui parlait plus largement du défi démographique, ce qui était totalement le contraire de ce à quoi je voulais parvenir. Donc il avait raison de dire qu'il n'était pas d'accord avec ça, parce que moi non plus. Mais ne pas dire que la démographie est un sujet qui nous concerne tous en Afrique, c'est se mentir. Vous-même, dans votre question, vous êtes en train de me dire la jeunesse africaine, elle a envie d'Europe. Bah, s'il y a de la pression migratoire en Afrique, ça me concerne un peu. Vous en êtes la démonstration vivante par votre discours.
Alors ensuite, vous me dressez une comparaison avec la Chine. Je ne sais pas dans quelle filière vous êtes. Mais à mon avis, si vous faites histoire, géo ou sciences politiques, il va falloir bosser dur pour la fin d'année. Parce que la Chine, c'est le pays qui, pendant des décennies, a eu une politique démographique de 1 enfant par femme. C'est l'inverse. Donc vous utilisez un exemple pour dire le contraire de ce que vous voulez dire. Je vais finir. Mais je ne suis pas en train de dire que la Chine est le bon exemple. Le bon exemple, c'est celui que vous prendrez. Mais vous comprenez bien que vous ne pouvez pas, quand dans un pays, vous avez une croissance de la démographie qui est durablement supérieure à la croissance économique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'arrivez jamais à lutter contre le sous-développement ou la pauvreté. C'est sans fin. Et donc, c'est ce qu'on appelle les moments de transition démographique, mais il faut qu'ils soient choisis. Donc, 1, moi, je n'ai pas de leçon à donner, et je n'en donne pas. 2, j'ai un souci partagé. Comme tous les dirigeants africains l'ont, je l'ai partagé parce que le sujet des migrations en Afrique me concerne, parce qu'il finit aussi en Europe, et donc ça concerne mes concitoyens, donc j'ai le droit d'en parler. 3, il n'y a aucune solution qui se gère au niveau d'un État. C'est là où votre comparaison non plus ne marche pas avec la Chine. Je ne suis pas en train de dire que votre président il devrait dire 2, 3, 2,5 enfants par femme, ce serait ridicule. Je suis en train de dire que pour moi, le pari, il est dans l'émancipation des femmes. Il est dans l'éducation des femmes, il est dans leur liberté offerte, et que je constate qu'il y a parfois une dynamique démographique voulue, et celle-ci, il faut l'encourager. Je l'ai chez moi dans mon pays, dans plusieurs familles, très bien. Mais je ne veux pas que ce soit une démographie subie pour vous. Et c'est cohérent avec ce que je vous ai dit. C'est que partout où il y a de l'entrave et de l'absence de liberté, je ferai tout pour aider à l'émancipation et à la liberté. Mais quand je vois, en effet, la généralisation de la déscolarisation de jeunes filles ou de mariage forcé, je ne peux pas vous dire que je trouve ça formidable et qu'il faille rien dire. Ce ne serait pas responsable de ma part. Et donc, je pense que le temps est venu d'une grande réflexion aussi des organisations et des gouvernements africains pour savoir comment relever ce défi de l'éducation et de la démographie. Ce n'est pas un débat que la France va trancher, c'est un débat dont moi je dois vous parler en franchise. C'est un débat qui vous revient là aussi. Mais si on ne se dit pas les choses en vérité, après on tient des discours qui n'ont plus aucun sens. Là aussi, mettez-vous 2 secondes à la place d'un jeune étudiant français, ou plutôt de ses parents. Ils travaillent pour faire vivre un système avec des équilibres. Et les générations avant ont travaillé pour développer tout ça. Si vous leur dites, moi j'ai un droit d'accès complet sans condition, j'arrive, je viens sans condition, c'est un peu ce que vous disiez. Moi je vais vous dire, je suis président de la République française. Je ne peux pas expliquer ça à mes classes moyennes, qui ont travaillé, qui sont en train de travailler, qui payent des impôts. Je vais leur dire quoi? C'est formidable, on va accueillir tout le monde, il n'y aura plus de frontières. Vous savez, j'ai une nouvelle idée dans la relation avec l'Afrique, il n'y a plus de frontières. Tout le monde est le bienvenu. Mais c'est ridicule, parce que qui va financer ça? Mais les gens... Vous allez nourrir quoi? Le racisme et la xénophobie dans tous les pays qui auront ces vagues. Donc nous devons avoir une relation adulte, de responsabilité partagée, de développement partagé. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur la mobilité des étudiants de part et d'autre, des entrepreneurs, des créateurs, parce qu'il y en a. Mais ça ne peut pas être les frontières ouvertes à tous les vents, ça n'existe pas. Les gens qui disent ça vous mentent. Ça se finira comment? Ça se finira en conflit. Donc ça ne marche pas. Par contre, avoir une politique comme celle que nous sommes en train de construire et de conjuguer, de développement, d'exigence mutuelle et de savoir relever ces défis, ça, c'est ma responsabilité et je la prends. Ensuite, sur la Libye. Sur la Libye, j'ai déjà parlé tout à l'heure des causes. Sur le traitement, moi je ne vois pas à qui vous parlez, mais je ne sous-traite rien. En Libye, nous sommes engagés sur le plan diplomatique pour trouver une solution politique. Et ensuite, qui sont les trafiquants? Posez-vous quand même cette question en tant que jeunesse africaine. Vous êtes incroyable. Qui sont les trafiquants? Mais ce sont des Africains, mon ami. Ce sont des Africains. Posez-vous aussi cette question. Ce ne sont pas des Français qui sont en train de faire les passeurs en Libye. Ce sont des Africains. Donc il faut qu'on prenne nos responsabilités tous. On a commencé à le faire pour les démanteler.
Mais arrêtez dans ce discours aussi qui consiste à dire le problème c'est l'autre. Moi je connais, présentez-moi un passeur français, belge, allemand ou que sais-je qui est en train d'opérer entre le Niger et la Libye. Il n'existe pas. Donc il y a aujourd'hui en Afrique des Africains qui esclavagisent d'autres Africains. C'est ça la réalité. Et il y a des Européens qui bénéficient de cette route de la misère en Europe. Et c'est inacceptable. Dans les deux cas, ce sont des crimes. Dans les deux cas, nous les combattons avec vigueur. Mais il ne faut pas faire de leçons de morale. Moi, je sous-traite ça à personne. Mais je prends toutes mes responsabilités. Et tous ces sujets ne seront réglés par aucun propos de salle ou aucun propos simpliste. Ici, nous nous engageons, mais pas parce que nous nous désengageons de la Libye. Parce que d'où partent celles et ceux qui vont vers la Libye? D'ici, de la région. Donc il faut une politique de développement, c'est l'Alliance pour le Sahel. Il faut une politique pour éradiquer ces trafiquants, c'est le G5 Sahel avec la force Barkhane. Nous remontons et luttons contre les trafics, c'est ce que je vous ai dit. Et nous avons envoyé des missions pour protéger sur le terrain. Et nous continuerons. Mais il faut aussi ce réveil collectif. Il ne faut pas s'habituer avec nos vieilles recettes. Donc l'engagement de la France, il est plein et entier. Parce que les scènes que vous avez vues, je les ai vues comme vous. Et elles sont intolérables pour moi, autant que pour vous. Et donc moi, j'y mets toutes mes forces, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire. Moi, j'ai des enfants de ma République qui prennent tous les jours des risques et qui parfois sont tombés pour lutter contre cela. Donc ce que j'exige aujourd'hui, c'est que tous les gouvernements européens et africains se mettent derrière cette bataille pour éradiquer le terrorisme, démantèlent les groupes de trafiquants et ne ménagent plus rien. C'est cela ce que je veux, et rien d'autre. Et en cela, je ne sous-traite rien à personne. Alors, monsieur... Allez-y. Il faut que le micro circule, je ne l'ai pas. Monsieur le Président, il y a un étudiant qui a déjà un micro. Où êtes-vous? Sauf que, Monsieur le Président, si vous avez votre permission, il semble que vous êtes en retard sur votre programme, donc... Non, mais j'ai promis de prendre une question du fond, là. Voilà. Allez-y, là. Mais ne me reposez pas des questions qui ont été posées, hein. Là, ils sont actifs, là. Venez là, venez. Venez. Non, pas vous. Venez. Oui, à votre attention, s'il vous plaît. Allez-y. C'est une délégation, là. Venez. Venez, vous allez les poser. Alors, il semble que je ne pourrais pas non plus prendre une quarantaine de questions. S'il vous plaît. La condition, c'est le retour au calme. Montez sur scène, je vous en prie. Alors, vous étiez là. Vous avez la même question, c'est des questions différentes. Alors, vous me faites des questions très courtes, en rafale, et puis après, je vous le donne et je répondrai à tout ça. Merci, Monsieur le Président. Je me nomme Sawadogo Salif, étudiant en marketing et gestion commerciale. Merci beaucoup d'avoir choisi le Burkina Faso comme le point de départ de votre tournée africaine. Non. Ils ne veulent pas de diplomatie, ils veulent la question. Non, je viens. OK. Bravo. Ma question. Je ne veux pas dire que les questions précédentes ne sont pas à l'ordre du jour. Non, nous parlons du franc CFA actuellement, de la justice, comme le dossier de Thomas Sankara. La question. Mais aujourd'hui, la question, c'est de savoir. Aujourd'hui, nous voyons qu'en France, l'État met beaucoup l'accent sur la formation professionnelle. Tandis qu'au Burkina Faso ici, nous avons des milliers d'étudiants chômeurs au Burkina Faso ici, qui sont formés dans l'université Ouaga Joseph Kizebo, qui sortent et qui chôment. Pourquoi ne pas encourager la formation professionnelle au Burkina Faso? Pourquoi ne pas beaucoup investir dans la formation professionnelle au Burkina Faso? Deuxième question. Ah, s'il vous plaît, écoutez-les. Je répondrai à chacune. Vas-y. Je me nomme Mohamed Abakar. S'il vous plaît. Non. Écoutez les questions. Les amis. Oh là là. Je me nomme Mohamed Abakar Tahir. Je suis tchadien de nationalité. Je suis élève à l'École nationale de régie financière. Ma question est que, selon mes recherches, la France oblige les pays, les pays de zone CFA, à remettre 50% de leurs réserves d'échange au trésor public français en termes de conditions pour que
pour que le CFA fonctionne. Pourquoi? Si ce n'est pas de l'impérialisme, ça c'est quoi alors? Ça, c'est ma question. Hein? Ok, j'ai une deuxième question. Ah non, non, t'en as qu'une, parce que là, attends... non. Selon une publication... La démocratie. Hein? La démocratie. Ça, c'est de l'impérialisme pour moi. Une question. Mais non, c'était une question, je vais répondre. Ah non, mais attends, sinon on finit plus. Il faut de l'ordre. Question. Restez là, je réponds. Vous pouvez rester là, je réponds. Allez-y. Je me nomme Bakayoko Sayuba, étudiant en Master 1. S'il vous plaît, à l'École supérieure des travaux publics de Ouagadougou. Alors, votre question. Moi, ma question, d'abord, nous les jeunes, au Burkina ici, le président français Macron est venu au Burkina pour connaître vraiment dans quelle réalité les étudiants vivent au Burkina ici. Donc, ma question est de savoir quand est-ce le Burkina Faso aura ses propres normes dans les différents domaines, notamment, je vais prendre dans le domaine du génie civil, on se réfère toujours aux normes françaises. Mais arrêtez de protester dès qu'il y a une question. Alors, je prends. Ah, regardez. S'il vous plaît. Un peu de calme. Je ne peux pas, à la fois. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut... S'il vous plaît. Je ne peux pas, à la fois. S'il vous plaît. Ils veulent qu'on arrête les questions, ils n'en peuvent plus. S'il vous plaît. Alors, je lui donne la dernière chance. Non, attendez. Du silence, s'il vous plaît. Je suis pour la... S'il vous plaît. Non mais... J'adore le débat citoyen, vous l'avez compris. Mais là, vous êtes... Je connaissais les étudiants français, qui sont déjà des esprits paradoxaux. Mais vous êtes des esprits super paradoxaux. Parce que vous râlez pour avoir la parole, et vous râlez dès que quelqu'un prend la parole, en disant que les questions sont mauvaises. On ne va jamais s'en sortir. C'est la démocratie. Donc, je donne la parole. Je ne peux pas donner la parole à tout le monde, mais à quelques-uns qui la prennent de manière aléatoire. Mais vous ne pouvez pas protester dès qu'ils posent une question, parce que vous trouvez qu'elle est mauvaise. Donc, on va prendre la dernière question et je répondrai. Allez-y, vous avez le micro. Il a le micro. Ils sont deux avant le micro. Allez-y. Bah, viens la poser là, alors. Alors, crie. Venez là. Ma question est de savoir, la maison de la jeunesse qui sera inaugurée ici en juillet, est-ce que cette maison sera inaugurée dans d'autres pays africains aussi? Ah, ça, c'est ça ma question. Est-ce que cette maison de la jeunesse est seulement pour les jeunes burkinabés ou bien il y aura d'autres maisons de la jeunesse dans d'autres pays africains? Qu'est-ce qu'il y a? Et plus précisément pour les jeunes tchadiens. Ok, très bien. On y va là. Vas-y, pose-la. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Toute dernière, et là je réponds, et on y va. Moi, c'est Compaoré Adama, je suis étudiant en économie. Mes questions, c'est sur les questions économiques. Oui, alors. Moi, ma question, c'est de savoir l'état de la situation actuelle du PNDS. Voilà. Donc, ça veut dire, il y a eu les tables rondes à Paris où il y a eu des promesses qui ont été faites pour le Burkina. Non, mais je vais répondre. Voilà, c'est toujours dans le stade du go. Alors, non, je sais bien. S'il vous plaît. Alors, les amis, je vais devoir conclure parce que nous avons... Non. Nous avons... Voilà. Les jeunes, ça n'existe pas. La démocratie
La démocratie et le débat supposent quelques règles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allons. Alors, je vais répondre aux questions qui ont été posées. Je voulais qu'il y ait une ouverture au-delà des questions que vous aviez préparées. Ça me semblait être de bonne politique. Mais cette ouverture ne peut pas donner lieu au désordre, ni à une discussion qui va durer toute l'après-midi, parce qu'avec le président Kaboré, nous devons ensuite nous rendre dans une école où nous sommes aussi attendus, et donc il se poursuivra. Alors, pour répondre de manière très synthétique à vos questions, d'abord la question 2 et 4, qui portent sur le sujet économique. Je pensais y avoir répondu. Quand on demande, dans le cadre de la zone franc, à un État membre, et pour le franc CFA, à un État membre, d'avoir des réserves, ce ne sont pas des réserves qui sont gagées ou exigées par le Trésor français pour lui-même. C'est comme la France est, in fine, si vous lisez les traités, le garant. La France s'engage, s'il y a un problème, et c'est ça que vous négligez dans votre approche, à stabiliser la zone, ce qui peut coûter à la France. La France se doit, pour la stabilité de toute la zone, d'avoir de la visibilité et de donner au marché une visibilité sur la solidité de chaque État. Et c'est ce qui fait que chaque État, pour lui-même, et compte tenu de ses engagements dans le cadre, justement, de la zone franc, eh bien, a ses réserves. Ces réserves, elles sont détenues par les banques centrales souveraines, et c'est un choix souverain. Et là-dessus, je vous invite à poursuivre les études que vous êtes en train de faire, mais vous ne trouverez aucune solution où une banque centrale peut émettre de la monnaie et justement remplir les missions d'une banque centrale où que ce soit, sans avoir des réserves qui constituent, premièrement, sa capacité à fonctionner, deuxièmement, sa crédibilité sur les marchés. Et donc, vous aurez à avoir des réserves au Burkina Faso. Ça n'est pas de l'argent qui est mobilisé à la demande de la France, c'est de l'argent qui est mobilisé dans le cadre d'un système. Je peux même parier, et les études le montreront quand tout ça sera abordé par les chefs d'État et de gouvernement, que ça coûterait plus cher pour avoir une stabilité comparable à l'échelle du Burkina seul. Pour ce qui est ensuite du plan, c'est un sujet national et domestique auquel vous avez fait référence. Et donc je renverrai, Président, la France en tout cas, dans ce plan et cette stratégie, a pris sa part de responsabilité en étant au rendez-vous de l'aide bilatérale et des engagements et en augmentant même celle-ci. Donc la France est aux côtés du Burkina dans ce plan et sera aux côtés du Burkina dans les discussions avec tous les bailleurs, parce que c'est la politique que nous avons toujours suivie, et parce que le choix démocratique qui a été fait, comme le courage des réformes conduites, le justifie pleinement. Ensuite, et enfin, sur la formation professionnelle et le génie civil, sur le génie civil, tout va bien en France, nous avons des défis importants et nous agissons. Sur la formation professionnelle, nous avons un très gros défi et nous le relevons, mais les deux questions que vous avez posées d'évidence relève du président du Faso et pas du président français, puisque ce n'est pas moi qui vais décider pour vous de la politique de formation professionnelle ni de celle du génie civil. Donc il reviendra pour répondre à toutes vos questions. Donc vous l'avez compris, il ne fera pas mota-mota, le président Kaboré. Il reviendra ici pour, devant vous, continuer à expliquer sa politique et répondre à vos questions. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire en vous remerciant pour votre accueil.